Bienvenue dans l'émission Les Experts. Nous allons passer l'actualité de la semaine en revue, mais nous allons surtout parler avec des invités politiques. Et cette semaine, nous avons 3 invités de petites listes non représentées et nous avons 2 experts également. Donc ce sont des têtes de liste à notre table, à la fois de la Chambre et de la région bruxelloise côté francophone. On parlera donc élections, campagne électorale et bien d'autres sujets bruxellois. Nos experts sont Vanessa Lhuillier de la rédaction de BX1, bonjour. Bonjour. Et Philippe Dorec, qui fut journaliste chez Bruz et qui aujourd'hui est communicant chez Comme on a dit. Bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Alors, votre avis tout de suite, les experts, sur cette difficile mise en lumière des petites listes. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez que les petites listes ont leur place dans les médias d'aujourd'hui? Je pense que ça reste quand même excessivement compliqué pour les petites listes. Moi, je n'ai pas encore vu de débat, effectivement, ailleurs que chez nous, en tout cas, concernant les petites listes. C'est toujours compliqué. Maintenant, est-ce que les médias, et je suppose qu'ils ne vont pas me contredire, sont les seuls vecteurs possibles, enfin les médias traditionnels en tout cas, les seuls vecteurs possibles pour faire une campagne? Je ne pense pas. Et la force des petites listes, c'est justement d'aller plus peut-être vers les réseaux sociaux, le citoyen direct, et de voir aussi d'autres médias peut-être plus associatifs qui peuvent relayer le discours. Mais c'est vrai que ça reste excessivement compliqué dans d'autres chaînes de télé ou même dans les journaux en presse écrite. Oui. Alors Philippe Dorec, vous avez toujours un œil évidemment sur ce qui se passe en Flandre et du côté néerlandophone bruxellois. Oui. Là aussi, il y a des petites listes. Il y a même, c'est même plus facile de se présenter côté néerlandophone parce qu'il faut moins de voix pour avoir un député. Oui, mais c'est pas pour autant que l'accès aux médias néerlandophones est si facile. Si je prends par exemple le cas de Vooru, Elzamp, elle a donc dû quand même aller voir un juge pour que la VRT ouvre le test électoral pour le parti. Et je pense que c'est le devoir des médias de couvrir les petites listes, parce que ces petites listes, ils représentent quand même aussi une partie de nos citoyens. Et donc, c'est logique, normal, que ces petites listes soient aussi visibles, audibles dans nos médias. Certes, comme Vanessa l'a dit, il y a les réseaux sociaux, mais les grandes parties l'utilisent aussi. À très très grande échelle, vu les budgets qu'ils dépensent annuels sur les réseaux sociaux. Mais donc, voilà, je trouve qu'ici, BX1 joue à fond le rôle de médias. Et donc, moi, je trouve ça très très bien que les petites listes soient invitées dans les émissions de BX1. Voilà. Eh bien, on va faire directement la connaissance de 3 listes non représentées, comme je disais, 3 têtes de liste. Et parmi elles, 3 néo-candidats. Ce sont nos invités. En fait, c'est la 3e et dernière série, dernière salve de petites listes et de leurs têtes de gondole. C'est comme ça que je pourrais peut-être appeler ces têtes de liste. Il y en a une avant les vacances, il y en a une la semaine dernière. On a donc déjà reçu 8 têtes de liste. Voici donc les 3 dernières. 2 autres étant dans l'impossibilité de participer à nos émissions. Je dis toujours qu'il reste un siège, ici, un 4e siège, qui est disponible soit pour Florence Prudhomme d'Agora ou Faouzia Chiadec de Transparence, si jamais elle changeait encore d'avis. Mais aux dernières nouvelles, ce sera sans doute pas le cas. Alors, bienvenue, qui êtes-vous? On accueille d'abord Amar Dabour, du team Fouad Haïdar, à la Chambre. Vous êtes tête de liste, et la liste, c'est la liste numéro 19. Tout à fait. Alors, qui êtes-vous, Amar Dabour? D'abord, bonjour. Je suis belgo-palestinien. Je viens du secteur de la finance. Et aujourd'hui, je me décide de m'engager en politique. C'est purement une action engagée, pas du tout intéressée. Je le fais vraiment en tant que citoyen qui a envie de s'intéresser aujourd'hui à ce qui se passe autour de lui. Et pourquoi avoir choisi cette liste? Donc, c'est la liste de Fouad Haïdar, qui est un député sortant, qui était chez Vooruit, qui a quitté Vooruit. Plutôt que, oui. On ne va pas s'éterniser sur les raisons de savoir qui a quitté qui. Bon, voilà. Bref, et c'est lui qui a créé sa propre liste. Alors pourquoi le rejoindre, lui, particulièrement? Alors, je rejoins un team Fouad Haïdar pour une simple bonne raison. D'abord, je connais Fouad Haïdar, je connais sa politique, qui est très citoyenne, très proche de tout le monde, en fait. Il a une politique qui ressemble à ce que... Elle correspond en tout cas à mes desiderata en tant que citoyen. Et j'imagine que pour beaucoup de citoyens. Et c'est la raison donc pour
de mon choix est qu'elle est justement très, très citoyenne et très proche de tout le monde. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant de l'émission. À vos côtés, Cathy Allard, qui est les têtes de liste à la Chambre également, liste 22, pour la liste Belgique Unie, BUB, BUB. Alors dites-nous d'abord, Cathy Allard, pourquoi avoir choisi de devenir tête de liste, et puis pourquoi avoir choisi cette liste-là? Voilà. D'abord, j'aimerais dire que je suis pensionnée et que dans ma carrière en tant que fonctionnaire de police, je me suis trouvée dans des situations qui ne me plaisaient pas du tout. Donc j'avais l'idée, dès que j'étais pensionnée, de faire ma propre liste, de faire mon propre petit parti politique, parce que je ne faisais pas du tout confiance dans les grands partis de la particratie. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré M. Hans van de Kouter, président du BUB. Il m'a proposé son programme, comme c'était aussi citoyen. Et voilà ce qui me plaisait. J'ai dit OK, pourquoi ne pas me joindre à vous? Alors vous êtes très humble parce que vous dites fonctionnaire de police, vous avez été commissaire de police, hein, donc vous avez quand même une responsabilité très forte au sein de la police de Bruxelles XL. C'est ça? Oui, Bruxelles Capitale XL. Oui. Alors vous, Mehdi Mignaoui, vous êtes tête de liste pour le collectif citoyen, mais pas à la Chambre, c'est au Parlement bruxellois. Et là, la liste, c'est la numéro 20. Mais même question, pourquoi le collectif citoyen? Et vous, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Mehdi Mignaoui, je suis né à Casablanca, au Maroc. Ça fait presque maintenant 13 ans que je suis en Belgique. Je suis marocain de sang et je suis belge de cœur. Et donc, j'ai rejoint le collectif citoyen lors des manifestations qu'on avait organisées dans le comité d'organisation des manifestations à l'époque de l'Evras et à l'époque de la crise sanitaire, où notre vision était juste créer la liberté fondamentale qui a été piétinée à cette époque. Et donc, j'ai rencontré le collectif citoyen lors de ces manifestations parce qu'ils étaient en train de signer une pétition pour la participation citoyenne contraignante à tous les niveaux du pouvoir. Et donc, c'était une évidence pour moi, après ces 2 dernières années difficiles pour tout le monde, que le collectif citoyen soit mon premier choix parce qu'il était dans le terrain avec nous, il était dans le combat. Et il a ce mérite de... Pourquoi vous avez été choisi comme tête de liste? Parce que vous parlez mieux que les autres, ou parce que est-ce qu'il y a une qualité particulière pour être tête de liste? Je peux demander la même chose aux autres. Pour être tête de liste, chez nous, c'est pas question de qualité ou d'être un spécialiste. C'est une vision citoyenne. J'étais élu par un conseil citoyen qui m'a donné l'opportunité, suite à un débat interne, de ma vision du monde, de ma vision pour le mouvement, parce qu'on n'est pas un parti politique, on est un mouvement fédérateur. Un vote entre et donc, c'est un vote suite à un débat au sort. interne. Non, c'est un débat interne qui m'a permis. J'ai convaincu d'abord en interne avant de sortir en externe. Très bien. Je poserai la même question. Cathy Allard, pourquoi c'est vous la tête de liste de BUB à la Chambre? Je crois que j'ai eu une longue conversation avec M. Hans van de Kouter parce qu'on voulait... Quel président, pour oui, être clair. le président du BUB, parce que autant pour moi, je voulais être sûre de ce qu'il pouvait m'offrir, de sincérité et de ne pas avoir une politique politicienne, mais vraiment quelque chose qui est là pour le citoyen, pour le Belge. Et lui, il voulait avoir la même garantie de ma part. Donc, nous, on est surtout un parti qui opte pour même pas seulement pour le bilinguisme, mais pour le trilinguisme. Je suis normalement néerlandophone, mais je suis assez bon bilingue. On peut le confirmer. Hein. Donc, c'est essentiellement pour ça que vous avez été choisi. Parce que aussi, à la Chambre, les listes sont bilingues, effectivement. Oui. Donc, c'est assez logique. Et vous, Amar Dabo, pourquoi vous avez été choisi par Fouad Haïdar? Je suppose que c'est lui qui a choisi. Voilà, c'est Fouad Haïdar qui m'a proposé d'être tête de liste, qui m'a proposé de le rejoindre également. Je pense que Fouad a quand même 20 ans d'expérience. Je fais confiance à son jugement. Il a estimé que je pouvais être tête de liste et que certainement j'avais peut-être les compétences pour l'être. Et je lui fais entièrement confiance pour ça, donc j'ai accepté. Quel est le point fort de votre programme du team Fouad Haïdar, Amar Dabo? Le point le plus important, s'il fallait qu'on retienne un point fort du programme qui vous différencie des autres. Alors, vraiment, le point fort, c'est que nous, on aimerait bien arriver à une réforme fiscale. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'estime on voudrait lutter contre l'inflation, ça passe par une réforme fiscale, notamment en supprimant la TVA sur certains produits de base.
Uniformiser peut-être aussi la fiscalité entre les 3 régions. C'est important. Aujourd'hui, on a des disparités entre la région flamande, bruxelloise et wallonne. Donc c'est important d'uniformiser ça, notamment au niveau des revenus cadastraux, des taxes sur les voitures, etc. Il y a des régions qui sont plus attractives que d'autres, justement parce qu'il n'y a pas d'uniformité, et il faudrait peut-être uniformiser ça pour rendre Bruxelles plus attractive et les autres régions également. Très bien, Philippe Duret. Oui, parce que quand on regarde un peu le programme de Team Fouad, on voit directement que Fouad Haïdar, voilà, il a été parlementaire, il a l'expérience, et donc le programme est assez vaste. On parle de pouvoir d'achat, le logement, propreté, sécurité. Donc, Mais ici, on parle d'un point fort qui est une réforme fiscale. Oui, c'est ça que j'entends. Oui, absolument. Mais donc, de nouveau, voilà, donc aussi des thématiques très proches du citoyen, très proche des préoccupations du citoyen. Et donc, voilà, on va tout de suite, quand on lit effectivement le programme, on va du concret, c'est ça. Voilà, mais aussi l'expérience politique que Fouad Haïdar a derrière lui. Mais sur le projet de réforme fiscale, parce qu'on entend ça dans beaucoup de partis, qu'il faut une réforme fiscale. Oui, effectivement. Et moi, j'ai envie de vous demander, parce que là, vous avez parlé de différentes taxes, alors des impôts sur le revenu, mais par exemple, pour ce qui est de la taxe sur la circulation automobile, c'est plutôt au niveau régional, là, du coup. Donc, vous êtes à la Chambre. Au niveau de la Chambre, est-ce que vous vous positionnez aussi par rapport à une taxation différente, notamment sur les hauts revenus ou le haut patrimoine? Comment vous voyez ça? Parce que c'est un débat, la taxation notamment sur le patrimoine, qui fait partie de la campagne actuellement. Oui, je pense qu'il faut... s'attaquer, c'est un grand mot, mais je pense qu'il faut faire participer les grosses fortunes, justement. Oui, c'est dans votre programme. Il y a clairement une taxation au-dessus d'1 million de revenus. Tout à fait. Il y a une taxation des grandes fortunes. Absolument. Il est question de faire participer ces grosses fortunes, je dirais, à l'environnement économique dans lequel ils sont, parce que leur fortune vient quand même d'un espace économique dans lequel ils se trouvent. Et je pense que c'est juste jouer jeu, en fait. Katia Lart, un point fort de votre programme, on sait qu'il est unitaire, mais s'il fallait détacher un point dont tout découle, peut-être, ce serait quoi? C'est justement cette point de vue qu'on doit revenir à un État unitaire et pas avec toutes les régions et les communautés, parce que ça nous coûte affreusement beaucoup d'argent. Il y a quelques années, le parti a fait un calcul de combien ça nous coûte. Je crois que ça a été fait ensemble avec l'Université catholique de Louvain. Et cela nous coûte environ 10 milliards d'euros par an. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le salaire des parlementaires, il faut aussi tous les cabinets, les bâtiments, le personnel. Donc, quand on compte le total, c'est 10 milliards. Quand on libère cette somme, il faut être raisonnable. Il faut aussi investir dans notre programme. On accorde beaucoup d'importance aux provinces. Donc, ces 10 milliards, ce n'est pas un gain net, c'est un gain brut. Il faut réinvestir dans les provinces. Mais on calcule qu'environ, ça libérait quand même 5 milliards par an. Et vous dites aussi un seul gouvernement. C'est ça l'idée d'un gouvernement unitaire. Oui, l'idée, c'est voilà, un on pays... On supprime tout le reste, un gouvernement un et parlement. Mais comme avant, en fait. Oui, comme avant. Oui. Ouais. Et on garde le roi? Oui. Moi, c'est clair. Alors, on va passer à vous, Mehdi Miniaoui, au collectif citoyen, un point fort. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais sortez-nous un point fort. Un point fort, c'est remettre le citoyen au centre de la gouvernance. C'est que ça fait maintenant presque... Et comment Depuis les 30 années glorieuses, il y a un constat de part de l'histoire de la Belgique. On est passé par les libéraux, puis les chrétiens. Après, il y a eu les 30 années glorieuses. Et après les 30 années glorieuses des crises, là où les socialistes ont prospéré. Et on a, pendant toutes ces années, on a changé les mêmes machines, les mêmes personnes, les mêmes partis politiques. J'ai l'impression que c'est comme si on a un moteur qui n'essaye pas de démarrer, qui n'arrive pas à fonctionner, mais on persiste et on signe à changer les pièces. Donc ce que veut Collectif Citoyen, c'est une rupture radicale, c'est que de redonner le citoyen au centre de la gouvernance, comme le modèle suisse, qui est notre inspiration très, très... Donc c'est ce qu'on appelle le RIC, hein? Le RIC, ça c'est au niveau national, un référendum, au niveau régional, des votations. Mais au niveau communal, nous, on veut des participations des citoyennes avec des citoyens qui participent dans une commune, qui sont soit tirés au sort selon leur disponibilité et leur engagement politique en premier lieu, ou bien s'ils ne sont pas intéressés par la politique, donc ils ont le droit de ne pas participer, mais on va avoir un comité citoyen à l'intérieur des communes qui veille à ce que
le respect des marchés publics, des combats qu'ils mènent en interne. Ce comité citoyen, il est à côté du collège et du conseil communal? Bien évidemment. C'est ça. Et au niveau régional, vous voulez faire la même chose? Au régional, parce que vous vous présentez au régional. Au régional, nous souhaitons un référendum d'initiative citoyen contraignant. Parce que, par exemple, on prend le Good Move, le Good Living, le Smart Move, il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises d'une manière dogmatique et d'une vision dogmatique selon les partis, que ce soit Écolo, PS, Grun. Et quand on l'a vu récemment, ils sont tous en train de faire marche arrière parce qu'ils n'assumeraient pas le résultat. Et donc, maintenant, il y a la balle qui se renvoie. On est en train de se renvoyer la balle. Donc, juste pour être très concret, hein, voilà. C'est un comité citoyen tiré au sort qui surveille. Non, pas forcément tiré au sort. Nous, on veut imposer le nouveau tiré au sort au niveau communal, mais au niveau fédéral, nous voulons... Au niveau régional. Vous vous présentez au niveau régional. Régional. Oui. Un référendum d'initiative citoyenne en premier lieu. Oui. Et avec la bonne volonté des partenaires politiques, on peut aller, comme en Suisse, au niveau fédéral, et donnant cette opportunité aux citoyens, au lieu de crier sa voix dans les rues, qu'ils portent sa voix avec un vote. Et avec des représentants. Exactement, comme vous le savez, on est les champions des manifestations et des arrêts de travail syndical. Excusez-moi, les champions, c'est aussi le PTB, hein, parce qu'eux, ils disent, la semaine dernière, à votre place, il y avait 2 partis d'extrême gauche qui disaient, nous on se présente, c'est juste pour faire de la pub, hein. Nous ce qui est important, c'est les luttes dans la rue. Oui. C'est un peu ce que vous dites aussi, alors. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, au lieu de le faire d'une manière, à chaque fois, on doit toujours crier notre voix. Pour éviter les manifestations. Mettons en place une vision de référendum qui permettait, avec 100 000 signatures, ou selon les régions et selon au niveau fédéral, d'avoir 100 000 ou 200 000 signatures ou 20 000 signatures qui permettraient aux gens d'aller obliger nos politiciens à se soumettre à un référendum contraignant, comme pas celui de la France, bien évidemment. Merci, M. Mignaoui. Vous êtes un peu en avance dans le timing. Hein, vous parlez un peu plus que les autres. On va un peu laisser la parole aux 2 autres. Vanessa Lullier. Non, justement, j'avais une question. Alors, la réponse sera brève. Voilà. Oui, je pense. Ça peut être très bref. Est-ce que ces référendums, cette participation au référendum, elle est obligatoire comme le vote ou pas? Elle est contraignante. Non, alors ça c'est la décision qui est contraignante pour le gouvernement. Exactement. Mais est-ce que moi, en tant que citoyenne, je serais obligée d'aller voter? Parce que vous voyez, par exemple, à Paris, ils ont fait un référendum par rapport à l'utilisation de la trottinette qui a obtenu un score stalinien, mais il n'y avait que 3% de la population parisienne qui a voté. Donc, est-ce que finalement l'expression de 3% de la population est représentatif de la population totale? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il y aurait une obligation pour les Bruxellois d'aller au référendum si on en propose un? D'accord. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Si on utilise le même montant qui a été utilisé par Mme Elke van den Brandt, 6 millions d'euros pour promouvoir un chaos total à Bruxelles, pour faire de la publicité du Good Move, on prêtera le même budget pour expliquer aux citoyens avec une application donc c'est pas obligatoire, mais vous allez la recommander, voilà. Cette participation. Mais ces 6 millions d'euros peuvent faire de la publicité pour nos citoyens pour pouvoir adhérer avec une application. On a bien eu un pass sanitaire qui a plus de 80% de personnes qui ont téléchargé cette application. De la même manière, faire la même publicité, intégrer les gens dans cette vision. Et croyez-moi, les citoyens sont intelligents pour défendre leurs droits. Je comprends ce que M. Mignaoui veut dire. On ne va pas rendre les choses obligatoires parce que c'est un peu le contraire de ce qu'il veut, de manière générale. Rien d'obligatoire, mais seulement des choses favorisées. Hein, exactement. Ça. Alors, j'ai demandé à chacun d'un peu se positionner. Est-ce que vous êtes de gauche, de droite, du centre? Où est-ce que vous vous situez, Amar Dabour? Fouad Haïdar, il était chez Voreut. Est-ce qu'on peut dire que le team Fouad Haïdar est encore à gauche aujourd'hui? Oui, on peut le dire, absolument. Et ou par rapport à Voreut ou par rapport je dirais centre-gauche, on est plutôt centre-gauche, oui. Et vous, Katia Lart, où est-ce que vous allez situer BUB? Absolument au centre. Directement au centre, oui. En plein centre. Et vous, Mehdi Mignaoui? Le clivage gauche-droit, pour moi, à l'âge de 37 ans, pour moi, c'est une vision du XXIe siècle. La particratie elle-même, pour moi, c'est une vision du XXIe siècle. Donc, nous, du XXe siècle. Du XXe siècle. Nous, on défend un combat du XXIe siècle pour le futur des enfants. Donc, vous ne vous situez pas dans ce clivage? Dans ce clivage et la division de la population, on y est contre. Soyons brefs. Très bien. Comment vous arrivez à faire marcher votre campagne, Mehdi Mignaoui? On va commencer avec vous, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'accès aux médias, difficile, mais il reste les réseaux sociaux, il reste les médias ce qu'on appelle non mainstream, donc
non habituel. Il y a d'autres moyens de faire une campagne, Mehdi Menaoui. Exactement. On a 2 axes. Le premier, c'est aller au contact de la population dans les marchés, dans les rues. Et on a les réseaux sociaux. Et vous? Et voilà. Et vous, Katia, là? J'ai eu des grands moments de solitude lors de la campagne. Parce que déjà, on est vraiment un tout petit parti. On est un noyau de gens très motivés. C'est vrai que quand on lit la presse, les médias, on se rend compte que pas mal de Belges, qu'ils soient flamands ou néerlandophones ou francophones, souhaiteraient à nouveau une Belgique unie parce que tout le monde pense à son porte-monnaie. C'est peut-être pas parce que ils veulent vraiment cette unie, ils pensent à leur porte-monnaie. Oui. Donc on a des fans, mais aller vraiment vers le public, vers les gens qui pourraient éventuellement voter pour nous, c'est très difficile parce qu'on est très peu nombreux. Les médias sociaux, ça coûte énormément d'argent. Si on veut payer un de ces médias pour faire la publicité pour la campagne, ça coûte pas mal d'argent. Nous, on n'a pas de dotation. Moi, personnellement, tout ce que je fais, je paye de ma poche. Vous le payez de votre poche. Je paye mes affiches, les flyers. Et puis, les grands moments de solitude, c'est quand je vais le dimanche au marché de midi. Je suis là avec mon pauvre petit sac rempli de quelques centaines de flyers. Et en face de moi, j'ai à 3-4 mètres 10 volontaires du PTB, bien organisés, avec tous les vêtements, tout ce qui va avec. Voilà. On comprend le moment de solitude, comme vous l'expliquez. Amar Dabour, de votre côté, comment faites-vous? Voilà, donc comme le disaient mes collègues, oui, être challenger, c'est très compliqué. Chez Team Fouad Haïdar, on a un avantage quand même, c'est qu'on profite de l'aura de Fouad Haïdar. Tout le monde le connaît à Bruxelles, je dirais c'est même agréable de faire campagne. Quand ça vous surfer un peu sur sa popularité. Ouais, et c'est vraiment agréable parce qu'on a quand même un accueil exceptionnel, vraiment sur les marchés, sur là où on va, on a vraiment un accueil exceptionnel. Bon, on a quand même les mêmes difficultés que tous les autres petits partis, très peu d'espace octroyé par les communes, contrairement... sur les panneaux, vous Sur les panneaux, oui, bien sûr. C'est vrai, vous avez, en général, le dernier panneau, c'est pour vous. Oui, et puis ils sont plus petits, on n'a pas la même visibilité que les gros partis, donc voilà, bon, c'est pas juste, c'est injuste même, à part quelques communes quand même qui sont relativement... Enfin, qui sont équitables, en fait. Lesquelles je pense que la commune de Jette, mais pour la plupart, elles sont, elles ne donnent pas la même visibilité. Que vos collègues approuvent. Philippe de Rey. Oui. Écoute, Fouad Haïdar, lors des dernières élections en 2019, il a quand même eu 2451 voix de préférence. Et surtout à Jette. Voilà, ça je ne dirais pas, ça j'ai pas été voir, mais et Pascal Smet qui était tête de liste à ce moment-là, 4500, et donc ils étaient tous les deux élus, et je pense que Fouad avait le deuxième meilleur score de préférence côté néerlandophone sur la liste de Vooruit. Et voilà, et je pense effectivement le personnage de Fouad, il est proche des gens, ça se voit quand je l'ai accompagné souvent. Ça explique sa popularité. Voilà, ça explique sa popularité. Moi, je trouve qu'il faudrait partager ça avec Madame Allard, parce qu'elle a dit qu'elle se retrouvait un peu seule. Je trouve qu'il faudrait peut-être un peu se balader avec elle. Je vous propose de passer à un premier sujet qui a fait l'actualité de la semaine, c'est ces grands travaux à Bruxelles. C'est jamais fini. On a vu le palais de justice, ça a l'air d'avancer, miracle. Le métro, lui, bon, ça dépend. Si on met un peu de privé avec du public, peut-être que ça irait. Il y a Canal et... il y a le pôle du cinquantenaire, 160 millions d'investissements pour fêter l'indépendance de la Belgique. Reportage lors de la présentation du projet, c'était mercredi. Myriam Ladissi et Karim Fahim ont rencontré entre autres Bruno Van Lier, qui préside l'association Horizon 50-200. C'est l'un des symboles de Bruxelles. Le site du cinquantenaire, ses arcades, son parc, un espace de 30 hectares qui va bientôt faire peau neuve. Alors un certain nombre d'espaces seront des espaces communs à l'ensemble du musée et à l'ensemble du site. Par exemple, les arcades où nous nous trouvons, la halle Bordio qui deviendra une halle d'exposition et de manifestation ouverte à tous au cinquantenaire. Il y aura aussi des liens beaucoup plus forts entre le public et l'esplanade. Un parcours public sera créé pour relier les arcades, les colonnades, la halle Bordio et l'aile nouvelle. Objectif, renforcer l'attractivité de cette partie du site
en passant de 350 000 visiteurs annuels à 1 million de visiteurs par an. Il y a déjà beaucoup de monde dans le parc, du côté Schumann, mais ils n'arrivent pas vers ce bâtiment parce que le bâtiment est fermé. On ne trouve pas les portes de ce bâtiment. Donc demain, nous allons réouvrir le site, avoir d'autres ouvertures. Nous aurons aussi un souterrain et nous espérons qu'à l'horizon 2030, nous irons vers 1 million de visiteurs pour ce site avec des nouvelles expositions, un nouvel hall d'exposition et avec une nouvelle attractivité, notamment pouvoir ici circuler sur les arcades. Un espace de 2800 mètres carrés de souterrain sera également exploité. Le but, offrir un espace au musée pour y déposer des collections. L'autre axe consiste à réaménager l'axe Schumann-Mérode. Une étude de faisabilité est en cours pour couvrir cette trémie. Coût total du projet, 160 millions d'euros. Un maître d'ouvrage pour l'ensemble de ce site, que ce soit la rénovation du parc où nous mettons 26 millions d'euros, ou ici, le site complet où nous mettons plus de 70 millions d'euros. Ce master plan a été adopté vendredi par la Vivaldi, une étape cruciale qui concrétise définitivement le projet. Prochaine étape désormais, ouvrir le concours d'architecture. Le site devra être totalement libéré du chantier pour les festivités du bicentenaire en 2030. Et nous allons... Le bicentenaire, je vais évidemment donner la parole à Katia Allart. Elle nous parle d'une Belgique unitaire. On va fêter les 200 ans de la Belgique. Vous serez la première invitée, je suppose, à ces festivités. J'espère bien. Qu'est-ce que vous pensez de ces grands travaux? Est-ce que c'est utile? En ce qui concerne le parc du cinquantenaire, oui, parce que je crois quand même c'est quelque part un joyau de la région bruxelloise. Et quand on voit l'ampleur des travaux et le coût des travaux, je crois qu'il y a un juste équilibre parce qu'on est 2024, les travaux doivent se terminer en 2030. Donc, si on espace sur ce nombre d'années, ça me semble un investissement qui vaut la peine. Il ne faut pas oublier non plus que c'est positif pour les Bruxellois. J'aime ajouter que ces derniers temps, on fait énormément pour les touristes, mais très peu pour les Bruxellois. Mais je crois que ce sont des investissements qui sont utiles pour les Bruxellois, mais que nos musées ont une renommée internationale. Très peu de Belges visitent leur propre musée, or qu'on a des musées superbes. Et ça attire donc un certain genre de touristes qui sont le bienvenu. Donc pour moi, j'espère que la Belgique existe toujours en 2030. En tout cas, pour voir le nouveau pôle du cinquantenaire. Et que, ben oui, pourquoi pas qu'on m'y invite. Oui, vous y serez. Et j'ai quelque chose à ajouter. Oui. OK, pour les Bruxellois, moi j'habite tout près du Heysel. Un de mes combats personnels, c'est la privatisation des lieux publics pour des événements. Alors gardons cet endroit. Quand c'est de temps à autre, 1 à 2 fois par an, oui, mais tout le temps, non. Donc, qu'on garde cet espace vraiment pour les Bruxellois, pour que tout le monde puisse à tout temps s'y balader, et voilà. Alors, Mehdi Minyaoui, je lis dans le programme du collectif citoyen que vous êtes contre le gaspillage de l'argent public. Est-ce que ces grands travaux, on a pris l'exemple ici du pôle du cinquantenaire, mais on peut parler du métro, de Canal, des façades du palais de justice, est-ce que c'est du gaspillage d'argent public, comme vous le visez? Moi, sincèrement, pour les projets du parc cinquantenaire, je suis parfaitement d'accord. L'histoire de la Belgique doit être mise en valeur. On a une histoire parfaite, exceptionnelle. Peut-être que tout le monde dit qu'on est un petit pays. On n'est pas aussi petit qu'on le pense. La Belgique a une très très belle histoire, a une grande histoire. Et donc, pour moi, ce n'est pas du gaspillage d'argent de mettre en valeur nos atouts à Bruxelles. Alors, où gaspille-t-on de l'argent public, par exemple, pour le métro bruxellois, on n'a pas besoin du métro. La ligne 3, c'est une aberration. On est passé de 800 millions à 1 milliard, puis à 3, maintenant on est à 4, on a parlé de 2025, maintenant c'est 2030, j'espère que, bon, on n'a pas d'échafaudage heureusement, sinon ça se terminerait comme le palais de justice de Bruxelles. Il n'est pas encore terminé. Voilà, exactement, et donc je suis vraiment désolé, on a 250 millions qui ont été donnés à des bureaux d'études comme ça, mis à la trappe, pour qu'à la fin on a un résultat d'un chaos de mobilité parfaite. Mais est-ce qu'il faut un métro ou pas? Je pense que la ligne qui a été mise en place, elle est déjà assez desservie. Il y a une offre exceptionnelle à Bruxelles avec beaucoup de sociétés de covoiturage, les trottinettes électriques, les bicyclettes. Donc je pense que l'offre, elle est là, de la mobilité. Mais je pense que la ligne
spécifiquement, et comme tous les projets qui ont été mis par la Vivaldi, je pense que c'était une très très grave erreur. Ahmad Dabour, dans votre programme, vous dites qu'il faut renforcer les transports en commun. Est-ce que si on réagit à ce qu'a dit Mehdi Miniaoui, vous, le métro, vous êtes pour ou il faut arrêter? Vous savez, les grands travaux, c'est pas un point négatif en soi. Ce qui est négatif, c'est la gestion de ces travaux-là. Une ville, c'est toujours en mutation. La population est grandissante, il faut s'adapter. Il y a des enjeux écologiques, économiques. Bref, tout ça doit entrer en compte. Et il faut le faire. Surtout pour une ville comme Bruxelles. C'est quand même la capitale de la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. On a quand même des grandes institutions. Après Dubaï, je pense que c'est la ville où il y a le plus de nationalités au monde. Donc c'est important. L'image de Bruxelles est très très importante. Donc il faut investir dans le développement de la ville, dans les transports et dans tous les différents secteurs attractifs. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a toujours un goût d'inachevé. On écoute les montants dans le reportage. Quand on parle avec autant d'aisance de ces montants-là, c'est que ce n'est pas votre argent. Sinon, vous n'en parlez pas et vous ne les annoncez pas avec autant d'aisance. On a l'impression que c'est un banquier qui parle. Il faut rappeler... Vous êtes financier, vous savez de quoi vous parlez. Oui, mais quand on parle de l'argent des autres. Quand on parle avec autant d'aisance, en citant des montants comme ça, c'est jamais de votre argent que vous parlez. Quand vous parlez de votre argent, c'est pas le même discours que vous avez. Donc il faut faire attention à ça. C'est l'argent des Belges, des Bruxellois, en l'occurrence aussi. Je pense que dès lors, il y a une obligation de bonne gestion. Et ça, aujourd'hui, elle n'est pas là. Il y a toujours un goût d'inachevé. Il faut lire l'article dans le journal Le Monde du mois d'avril, comment il parle de ce métro 3. C'est presque une risée. Et ça va devenir ça, en fait. Voilà, il faut, je pense, pas recommencer. Quand même qu'on continue, mais en le gérant mieux. Bien sûr, vous savez, on ne peut pas espérer mieux en faisant la même chose continuellement. Philippe Deray? Écoute, moi, ce qu'on investit 160 millions d'euros dans le cinquantenaire, c'est logique qu'un pays qui ne se prend pas soin de son histoire. C'est à peu près tout le monde a l'air d'accord. Donc là, on est d'accord. En ce qui concerne le métro, bon, voilà, là, les discussions font bon train. Faut bien regarder si on continue. Je pense qu'il faut continuer. Mais voilà, bien cadré. Quand on regarde le métro à Amsterdam, par exemple, là aussi, le métro a coûté beaucoup plus cher. Ça a pris 15 ans. Mais aujourd'hui, ça vaut la peine. Enfin, ce métro, il fonctionne, ramène beaucoup de gens en ville. Et voilà, regarde aussi le piétonnier à Bruxelles. 10 ans après, tout doucement, on voit que la ville, ce quartier change. Il y a des investisseurs qui faut un peu de patience, voilà. C'est ça que vous dites. Donc, faut un peu de patience. Il faut une vision à long terme. Vision à long terme, mais avec une bonne gérance. Gestion. Et donc là, on dit, bon, il y a quand même un petit souci. Vanessa Lhuillier, cette semaine, il y a même ce projet d'allier le privé et le public. De partenariat public-privé, effectivement, qui a été annoncé par le ministre du budget, Sven Gatz. C'est vrai que dans les partenariats public-privé ou dans les DBFM, comme on appelle aussi, c'est toujours... Moi, j'appelle pas ça comme ça, moi. Déjà, je sais pas ce que c'est. Au niveau économique, oui, c'est vrai. C'est en anglais, mais c'est voilà. Donc, partenariat public-privé. Public-privé. C'est toujours, en fait... c'est bien au départ parce qu'effectivement, ça permet quand même d'avoir de l'argent frais, de ne pas creuser la dette, etc. Mais sauf qu'en fait, sur le long terme, ça coûte plus cher à l'État. On a eu vraiment l'exemple de la prison de Harren qui a été construite avec ce système-là. Et au final, il y a un surcoût quand même assez important sur le long terme pour l'État. Donc, ça permet de mais du coup, la prison, pallier quelque chose. Oui, mais à quel prix, en fait? Elle était plus vite, finalement. La prison était plus vite à construire. Moins compliqué que le métro. Certaines choses. Je vous propose à ce moment-ci de l'émission de passer aux têtes d'affiche des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors... Nos 3 invités auront chacun le choix entre 4 personnes. Vous en choisissez une ou un. C'est devant les petits écrans. C'est les petits écrans qui sont devant vous. On va commencer par vous, Ahmad Dabour. Je vous propose tout d'abord Toumaj Salehi, le rappeur iranien condamné à mort. William Denki, l'attaquant du Cercle de Bruges, sacré soulier d'ébène. Ou encore Conor Rousseau, réintégré sur les listes socialistes de Vooruit, ça doit vous dire quelque chose. Ou enfin Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, présidente du jury du Festival de Cannes qui se termine ce samedi soir. Alors, qui choisissez-vous, Ahmad Dabour? Toumaj, William Conner ou Greta? Je prendrai le premier, Toumaj. Toumaj, oui. Salehi. Certains se sont beaucoup plaints que peu de rappeurs étaient venus à sa rescousse.
alors que c'est de la liberté d'expression, hein, il devrait être défendu. Oui, et puis après, bon, il faut voir, il a été condamné à mort, donc on n'a peut-être pas envie de s'attaquer justement de s'attaquer à cette thématique. C'est très sensible, son cas est très sensible, donc voilà, c'est peut-être pour ça que peu de rappeurs se sont ralliés à la cause, en fait. Mais vous le choisissez pourquoi? Parce que vous ralliez à Parce que je suis contre la peine de mort. C'est ça. Voilà. Eh bien, on va passer à présent à Katia Lart avec 4 autres personnes. Tout d'abord, Ebrahim Raissi, appelé aussi le boucher de Téhéran, mort dans un accident d'hélicoptère le week-end dernier. Rosa, la chanteuse bruxelloise, consacrée octave découverte de l'année. Ou encore David Copperfield, le grand magicien poursuivi pour violence sexuelle. Ou encore Tadej Pogacar, qui survole le Giro à vélo, c'est le Tour d'Italie. Alors, qui choisissez-vous ? Je me rends bien compte, c'est pas franchement 3 Bruxellois, sauf Rosa. Ebrahim, Rosa, David ou Tadej? J'hésite un petit peu entre le numéro 1 et le numéro 3. À vous de choisir. Oui, je vais prendre le numéro 3. Donc David Copperfield. Oui. Pourquoi? Parce que tout au long de ma carrière, j'ai quand même été moi-même victime, et beaucoup de collègues féminines avec moi, victimes d'harcèlement sexuel. Et je trouve que c'est important d'en parler. Surtout que c'est souvent les victimes qui après subissent les foudres des collègues ou les critiques parce qu'on ne s'est pas tu, on aurait dû se taire. Est-ce que vous ne le méritez pas? Est-ce que vous avez porté plainte, vous, à cette époque-là, Katia Lart? Il y a des dossiers dans le cadre duquel j'ai déposé plainte. Et ça ne met à rien parce qu'il y a toujours l'ostracisme à la police. Donc pour trouver un collègue qui témoigne, c'est extrêmement difficile. Donc c'est toujours parole contre parole, c'est ça? C'est parole contre parole, mais c'est pire parce que dans un des dossiers, le dernier dossier, comme je connais l'ostracisme à la police, je sais comment ça se passe, j'avais demandé, moi en tant que victime, de passer un test de polygraphe pour prouver que moi, la victime, je disais la vérité et on me l'a refusé. Et je l'ai demandé plusieurs fois à l'auditeur du travail, au juge d'instruction. On me l'a refusé et quand finalement j'ai pris un avocat et que j'ai dit, voilà, je demande qu'une seule chose, c'est qu'on me permet de passer ce test pour prouver que je dis la vérité parce qu'il y avait des témoins mais qui ont été mis sous pression. Et mon avocat m'a dit, madame, si je fais ça, ma carrière est finie. Eh bien, dis donc. Du coup, ces harceleurs sont toujours à la police aujourd'hui? Du coup, j'ai dû payer à mon harceleur 1 240 € pour ses frais de justice. Mehdi Meniaoui, on vous en propose 4 autres, après ce témoignage particulièrement fort de Katia Lart. Je vous propose tout d'abord Karim Khan, le procureur à la Cour pénale internationale qui a demandé des mandats d'arrêt pour dirigeants israéliens et du Hamas. Raphaël Liégeois, un Namurois qui ira dans l'espace en 2026. Oleksandr Rouchik, l'Ukrainien champion du monde de boxe. Ou encore Scarlett Johansson, qui refuse que sa voix soit utilisée par l'intelligence artificielle. C'est la première à sortir du bois sur ce sujet. Karim, Raphaël, Oleksandr ou Scarlett, qui choisissez-vous? Je prends Karim. Oui, donc Karim Khan, le procureur, qui a fait un travail exceptionnel pour mettre en lumière le génocide qui est en train de se passer à Gaza. Mais le terme génocide n'a pas été retenu. Écoute, on peut l'interpréter comme on veut, mais 40 000 morts... Je vous laisse utiliser les termes que vous voulez. En même pas 3 mois, c'est plus que ce qu'il y a eu en Ukraine pendant 2 ans de guerre. Sincèrement, j'aurais bien trouvé un autre terme, mais ce qui se passe à Gaza, c'est inacceptable. Les 2 responsables qui sont à la tête... Ils sont à la tête, chacun, l'un il est au Qatar, l'autre il est protégé par sa police, mais il y a un peuple qui est en train... Vous voulez parler de M. Agnier qui est au Qatar? M. Netanyahou aussi. Et M. Netanyahou qui lui est en Israël. Ils sont en train de... Il y a un peuple qui est en train de souffrir, de se faire tuer dans un silence assourdissant de nos responsables politiques européens. Très bien. Et belges. 5 infos qui vous ont ravi ou énervé. Je vous propose tout d'abord le nouveau bon d'État qui va sortir à 2,24%. Peut-être que notre financier de la table aura un avis là-dessus. Le pape qui vient à Bruxelles en septembre, à la fin du mois. Un sanglier qu'on retrouve à Woluwe-Saint-Pierre et qui inquiète beaucoup le bourgmestre. La grève dans les prisons surpeuplées qui a eu lieu cette semaine. Ou encore TikTok interdit en Nouvelle-Calédonie. Quel sujet choisissez-vous? Amar Dabo, vous voulez parler de lequel de ces 3 sujets, de ces 5 sujets?
Est-ce qu'on peut les revoir? Parce que Bien sûr, un nouveau bon d'État à 2,24%, le pape à Bruxelles, en septembre, le sanglier de Woluwe-Saint-Pierre, la grève dans les prisons ou TikTok interdit en Nouvelle-Calédonie. Je vais parler du nouveau bon d'État à 2,24%. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne manière de gérer l'État? Alors c'est de la dette, un bon d'État. Hein. C'est de la dette, c'est l'État qui emprunte de l'argent. Mais c'est aux Belges qu'on l'emprunte. Oui, aux Belges, bien sûr, mais ça reste de la dette quand même. Oui. Je pense qu'il faut peut-être mieux travailler à réduire la dette qu'à l'augmenter. C'est-à-dire en faisant des économies? En faisant des économies, en refaisant, justement, on parlait des grands travaux, peut-être une meilleure gestion des budgets, c'est très important, mais pas en augmentant la dette, certainement pas, c'est pas comme ça qu'on réduit une dette. Bruxelles est en déficit, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi un travail en profondeur à faire sur cette question-là. Très bien. Katia Lart, que choisissez-vous parmi ces infos? J'hésite vraiment entre un sanglier à Woluwe-Saint-Pierre. Il faut choisir une, hein, parce qu'il faut en laisser aussi. C'est vraiment cocasse et hein. ça me réjouit qu'il y a des bêtes sauvages à nouveau à... Donc le sanglier, vous choisissez. Le sanglier. Mais ce qui m'énerve, ça me réjouit, mais ce qui m'énerve, c'est la grève dans les prisons surpeuplées. Et pourquoi? Parce que tout au long de ma carrière, et j'ai été pendant quelques années le chef du service de police dans le palais de justice, et je sais que la population n'aime pas l'entendre, mais je crois qu'on a trop de détenus dans les prisons et que la Belgique a déjà été condamnée plusieurs fois pour la détention préventive. Il faut quand même savoir que dans la détention préventive, il y a pas mal de gens qui sont vraiment innocents. Et c'est bien d'enfermer les gens qui ont commis quelque chose, mais être enfermé dans un système pareil quand on n'a vraiment rien à se reprocher, c'est énormément frustrant. Donc, je crois qu'au niveau politique, on doit faire quelque chose pour justement diminuer cette population de détenus et avoir des meilleures conditions pour les détenus, parce qu'à un moment donné, les détenus, ils doivent retourner dans la société. Et on ne les prépare pas du tout pour retourner dans la société. Et d'un autre côté aussi, parce que c'est aussi frustrant pour les gardiens de prison qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et vous, Mehdi Maniaoui, que choisissez-vous? Si vous voulez, vous pouvez revenir sur une des infos qui a déjà été choisie. Je prends le TikTok parce que les réseaux sociaux et TikTok ou autre, Instagram ou autre, c'est les seuls relais qu'on a trouvés pour apporter notre voix aux citoyens et donc sincèrement interdire cette seule opportunité que nous avons entre les mains pour parler aux citoyens, pour discuter avec les citoyens. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée parce que déjà la majorité de médias, à part vous, qui ont accepté de nous recevoir, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'omerta pour les petites listes comme nous trois ici, les seules alternatives qu'on a, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook. C'est pas interdit ici en Belgique. Hein. Ici, on parle d'un cas un peu particulier. Je pense que c'est une très très mauvaise idée de faire taire le citoyen. Et quand un système a peur de la vérité, on commence à censurer, comme c'était le cas avec le DSA européen. Oui, Philippe de Rey, la décision prise pour interdire TikTok, ça n'a rien à voir avec la censure de la liberté de parole. C'est juste parce que TikTok, c'est une entreprise chinoise et qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe avec les serveurs de TikTok. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment parce que sinon, on aurait interdit Facebook, Instagram, et voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez la main sur les serveurs de Meta ou d'autres qui sont en Angleterre? Non plus. Pas du tout. Donc voilà, nous, dans tous les cas, le jour où on a nous donné à des entreprises américaines qui gèrent les données des Européens, même la retraite, elle a été donnée à BlackRock, il n'y a pas que ça. Donc c'est cette intervention, c'est ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, le partenariat public-privé. On est passé d'un partenariat public-privé à une fusion-acquisition. Donc il n'y a plus le privé qui décide à l'intérieur de l'État. C'était le cas à l'époque du Covid. Deloitte, elle a endetté Bruxelles à 100 millions d'euros. Donc il n'y a pas que ça. Quoi. Vous qui êtes dans l'Internet, justement, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, hors antenne, que vous étiez ça. Pourquoi il n'y a pas un géant belge ou européen qui peut rivaliser avec TikTok, avec Meta ou avec toutes ces autres Je pense que les 4 milliards, ce qui représente 250 millions de salaires de Bruxellois,
qu'on a mis sur un métro. Je pense que cet argent, on a beaucoup de talent à Bruxelles au niveau des modèles, au niveau de tout ce qui est Internet, nouvelles technologies et tout ça. Oui. Ben, même dans les quartiers défavorisés, c'est celui qui m'a formé sur ce système, c'était quelqu'un dans un quartier défavorisé. Donc cet argent qu'on est en train de mettre, de l'argent public qu'on jette par la fenêtre, ben, je préfère qu'on la mette dans des programmes pour des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la technologie. Ça fait pas la grosse entreprise qui peut rivaliser. Hein. Ça fait des petites entreprises. Ben, Microsoft, ça a commencé dans un garage. Oui. Voilà. Amar Debout, vous vouliez réagir et après Katia là. Oui, je voulais réagir sur ce point. Je pense que quand on regarde toutes ces startups qui deviennent des multinationales, finalement, elles viennent de l'élan entrepreneurial. Oui. On ne met pas assez l'accent dessus, ici en Belgique, même en Europe d'ailleurs. On devrait les aider davantage à grandir. Absolument, absolument. Amener plus de support à... Vraiment, il y a des idées de génie, quoi, mais elles ne sont pas exploitées. Elles sont presque laissées pour compte d'ailleurs en Europe. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens vont aux États-Unis et ailleurs. Et je crois qu'on devrait mettre l'accent dessus. Il y a des belles pépites en fait. Katia là. Oui, je voudrais réagir sur le truc de TikTok en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même été interdit par le gouvernement français parce qu'il y a des graves émeutes, qu'il y a une révolte et qu'on s'attaque au bâtiment du gouvernement, même à la police et à la gendarmerie locale. Donc ça a été purement interdit dans un but d'apaiser la situation. La question qu'on peut se poser, bien sûr, mais ça c'est la politique française, la Nouvelle-Calédonie est de l'autre côté du monde. C'est quoi le droit de la France sur la Nouvelle-Calédonie et pourquoi voilà. Je vous propose de parler d'autres sujets. J'ai un sujet, mais allez, on ne va pas passer toute la journée là-dessus, mais c'est quand même bizarre cette météo capricieuse qui nous déboussole certains. Moi, chez moi, à la maison, c'est terrible. Tout le monde se plaint. Alors, je ne sais pas si vous en plaignez, et puis je ne sais pas si vous pouvez y faire quelque chose. Je crois que ça, c'est une des matières où la politique ne peut pas vraiment agir, Amar Debout. Je crois qu'on n'a pas de compétences en la matière, on va la subir comme vous. Il fait quand même agréable, il fait bon, il pleut, c'est tout. Mais c'est un temps belge en fait, presque. C'est un temps belge, oui, c'est ça. On le connaît. Donc, ça ne vous empêche pas non plus de mener campagne, Katia, là. Vous nous avez dit que vous alliez au marché du Midi. Non, pas du tout. Bon temps, mauvais temps, on y est, voilà. Vous aussi, Mehdi Mignaoui, vous ne regrettez pas Casablanca et son soleil? C'est ce que je dis toujours à mon père, il fait, est-ce que vous avez de la pluie en Belgique? Je lui dis non, demande-moi quand il y aura le soleil, parce que la pluie, c'est toujours. Donc, moi, j'aime bien le temps de Bruxelles. Alors, tout à l'heure, on a parlé, et la semaine dernière, j'avais posé une question à toutes les petites listes en disant quel est votre pays modèle? Et j'ai l'impression que Mehdi Mignaoui y a déjà répondu, puisqu'il nous a parlé de la Suisse et de son système de votation. Je suppose que pour vous, c'est un bon modèle, ou bien il y en a d'autres? C'est le meilleur modèle qui existant jusqu'à présent. Parce que sincèrement, les statistiques le prouvent. Le nombre de grèves qu'on a, on est les champions après les Français. Les grèves syndicales et des manifestations, on est le numéro 2 en Europe. Alors que en Suisse, ils ont même pas 1 à 2 manifestations, mais c'est des manifestations plus sur une problématique comme la Palestine, comme d'autres, mais ce n'est pas des manifestations revendicatives de leurs droits. Nous, on doit toujours crier notre droit. Avec Collectif Citoyen, nous voulons donner le pouvoir aux citoyens de ne plus crier sa voix, mais de porter sa voix et de décider. Katia, alors de votre côté, est-ce qu'il y a un pays modèle, une version unitaire positive? Oui, mais j'opte aussi pour le système suisse, à part que le système de vote, pas évidemment parce qu'ils sont aussi plusieurs cantons. Voilà. Donc une Belgique unitaire, mais où il y a également des référendums contraignants pour certaines matières, pas pour toutes les matières, parce qu'il y a des matières dans lesquelles la population n'est pas du tout intéressée, mais qu'il faut quand même faire des lois. Donc voilà. Et un modèle du système suisse avec le modèle qu'il y a en Estland, c'est Estonie en français, en Estonie, parce que l'Estonie, en très 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 peu de temps, est devenu un pays très développé en matière digitale. Et par exemple, là-bas, on peut déjà voter via It's.me. Il faut plus se déplacer vers un bureau de vote, perdre son temps et blablabla.
on peut tout simplement voter via It's Me et je crois que ça peut... Ça, je sens que M. Mignaoui n'est pas d'accord, non? Non, je suis parfaitement d'accord parce qu'on a bien fait l'application de passe sanitaire. On peut le faire de manière... Mais vous ne craignez pas que quelqu'un prenne les données, comme on parlait des Chinois et de TikTok, vous ne craignez pas qu'on se fasse hacker? Ça a été déjà dénoncé par la responsable qui a démissionné lors de l'organisme qui s'occupait des données personnelles. Elle a démissionné à cause de ça, parce que il y a des sociétés américaines qui ont pris le monopole. Mais donc il y a un risque, c'est ça que je veux dire. Le tout digital, est-ce que c'est pas dangereux? Notre responsabilité, autant que politique, c'est de protéger le citoyen belge avec nos systèmes à nous, au lieu d'avoir des serveurs en dehors. Et vous croyez que ceux-là seront plus fiables que les autres? Katia, là? Je dis que non, parce que il y a eu un hacking des services diplomatiques et qu'il y a très récemment, c'est sorti dans la presse, que quelques têtes, mais vraiment des gens très calés en informatique, ils se sont retirés un petit peu de ce qu'ils faisaient dans la vie quotidienne et ils ont développé un système informatique hautement sécurisé et qui apparemment on ne pourrait pas le hacker. Donc je crois qu'on a les moyens. Alors, Amar Dabour, de votre côté? Non, moi je n'ai pas de modèle. Je préférais qu'on devienne un modèle plutôt que d'en copier un. C'est une bonne manière. Oui, il faut essayer d'être une meilleure version de soi-même plutôt que de copier les autres. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, certes. Je pense qu'on est quand même bien en Belgique, on peut dire ce qu'on veut. On fait partie des 7-8% des gens les plus heureux sur la planète. Voilà. Mais il y a des choses à améliorer. Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Dont je parlais tout à l'heure. De la météo, oui. Alors, Amar Dabour, une autre question. Si vous êtes élu, donc vous, ce serait à la Chambre, quel est le premier texte que vous déposeriez à la Chambre? Nous, on irait vers une réforme fiscale déjà. Dont vous nous avez parlé. Voilà, exactement. Et vous, Katia Lart, si vous avez la chance d'être élue, quel est le premier texte que vous déposerez? J'aimerais bien dire travailler pour une Belgique plus unie, mais il faut être réaliste. Et comment faire? Il faut être réaliste. Oui. Si on a un seul siège ou deux sièges, on ne va pas faire une réforme de la Belgique. Ça ne va pas changer la Constitution. Donc, si je veux bien travailler dans ce sens-là, mais si je suis élue, je travaille pour le programme, mais mon tout premier grand point serait quand même une réforme de la police. Une réforme de la police. Amar Dabour, vous vouliez ajouter quelque chose? Justement, toujours au niveau du fédéral, je voudrais aussi dire une des premières résolutions qu'on voudrait déposer, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Ça, c'est déjà en discussion. C'est en discussion, mais on verra après le 10 juin si c'est toujours en discussion ou si on en parle plus ou moins. Ce sera encore d'actualité à ce moment-là. Mehdi Mignaoui, quel est le premier point à mettre au Parlement bruxellois alors, dans ma première ordonnance serait la participation citoyenne contraignante avec un référendum au régional en premier lieu, et ça serait le point numéro 1, et en attendant la bonne volonté de Écolo, de Défi et de tous les partis qui prennent la participation citoyenne. On vous offre une opportunité. J'espère qu'il y aura de bonnes volontés qui sont prêts à travailler à nos côtés. Oui. Est-ce que cet référendum, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de polarisation qu'on connaît déjà aujourd'hui? Si on fait un référendum sur l'abattage, par exemple. Parce que surtout, j'ai vu dans vos différents programmes qui avaient des positions qui parfois étaient diverses. Est-ce que ça risque pas d'être polarisant là-dessus, Mehdi Mignaoui? Non, je pense que le citoyen connaît sa réalité, et avec de bons débats et des médias qui sont de bonne volonté de ramener la thèse et l'antithèse et laisser les deux facettes de la problématique débattre, je pense que le citoyen est assez intelligent et conscient, il travaillera sur son intelligence collective. Pour accepter la contrainte aussi du vote. Oui, exactement, et accepter la contrainte parce que c'est lui qui a voté. Je suis d'accord avec M. Mignaoui qu'il faut une bonne préparation pour le référendum. Mais je trouve aussi qu'une majorité de 51% contre une minorité de 49%, pour moi, ce n'est pas une majorité, c'est un clivage dans la population. Donc il faudrait que ce soit plus haut? Donc il faudrait que ce ne soit pas une majorité simple, mais qu'il faudrait dire, voilà, il y a quand même un minimum de la population qui doit participer. Oui, et ça c'était l'argument de Vanessa Lullier. Et que dans ces gens-là, il faut, par exemple, mettre la barre à 60-65%. Parce qu'autrement, c'est une division. Amar Dabour, vous, sur le référendum? Ça peut aussi être un danger. Hein, donc, vous parliez d'un exemple comme l'abattage. Les gens iront aux Pays-Bas ou en Allemagne, c'est tout près. Voilà, mais moi, je parle du référendum. Je parle de ça, mais je dis, ça pourrait ouvrir une porte à autre chose. Oui, mais une loi aussi. Et voilà, et une loi aussi, je suis d'accord. Mais voilà, il faut faire attention quand même...
aux conséquences d'un référendum. Oui, absolument. Alors, on va passer à nos coups de cœur maintenant. On arrive à la fin de l'émission. Vanessa, vous vouliez parler de jazz. Oui, c'est ce week-end, le Jazz Weekend à Bruxelles. Donc, il y a pas mal de concerts gratuits, notamment. Et alors, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le groupe Next Ape qui joue donc ce samedi soir à 20h15 gratuitement sur la Grand Place. Jean-Jacques. Next Ape, c'est le prochain singe. C'est ça. C'est ça. C'est un peu du plutôt trip-hop, jazz, électro, et voilà, c'est assez sympa. Donc, et avec des Bruxellois dedans, dans Antoine Pierre. Très bien. Et vous, Philippe, vouliez nous parler d'un autre joyau bruxellois. Absolument. Moi, hier, j'étais à un événement hier soir au musée de la BD. Et j'étais de nouveau ébloui par la beauté de notre patrimoine qu'on a à Bruxelles. Horta, la BD, que la région bruxelloise a maintenant décidé que ça devient du patrimoine culturel immatériel et qu'on prépare éventuellement un dossier pour rentrer la BD à l'UNESCO. Donc voilà. Mais voilà, il fait quand même pas bon. Donc pourquoi pas aller au centre belge de la BD. Why not aller voir la super belle expo, une affaire de famille, le Lombard. Par le curateur Thierry Belfroy, Monsieur BD de la RTBF. Très bien. Alors, de mon côté, je vais juste vous parler en quelques secondes de sport, parce qu'il y a les 20 km demain matin. Rendez-vous dès 9h15 sur BX1 si vous voulez suivre l'épreuve qui mêle élite et grand public. Il y aura de la moto, il y aura du drone et un commentateur qui est Christophe Durand. Et vous pourrez suivre la course de près en suivant BX1. Et du côté de nos trois invités, très rapidement, un conseil loisir pour dimanche. On commence par vous, Amar Dabour. Il y a l'événement Home. Pour ceux qui sont sensibles au climat et aux Donc problèmes vous y serez, climatiques. par exemple Nous y serons, oui. Voilà. Et vous, Katia Lart, quelque chose à faire dimanche? Je crois que je vais me rendre sur le marché de l'abattoir. Et j'invite... tout le monde à vous Oui, j'invite Fouad Haïdar à venir avec moi. Comme promis. Voilà. Et vous, Mehdi Minoaï? Pour le dimanche? Oui. Pour le dimanche, j'aurais bien aimé être pour le jazz. Oui, mais faire de la musique, mais malheureusement, élection oblige. Nous, on sera le samedi à l'abattoir et le dimanche au marché de midi. Donc, on sera là-bas. Mais ça dépend du planning aussi. Oui, bien sûr. Mais donc, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous. On clôt ainsi notre série des petites listes. La semaine prochaine, on se retrouvera, évidemment, comme les élections approchent. On va se retrouver entre journalistes pour parler de la campagne et pour l'émission des experts qui a lieu la veille des élections. Là, on parlera de philosophie parce qu'on ne pourra pas parler des élections, évidemment. Merci à tous, à toutes. On se retrouve donc la semaine prochaine.